Αν πεθάνω σήμερα, θα κλάψω για όσα δεν πρόλαβα να ζήσω, για όσα δεν μπόρεσα να κάνω, για τον ήλιο που θα λάμπει χωρίς να τον βλέπω. Αν πεθάνω σήμερα, θα κλάψω για όλη την αγάπη που δεν έδωσα. Αν πεθάνω σήμερα, θα είμαι απαρηγόρητη μπροστά σε αυτό το ποτέ πια. Κι όμως, αν πεθάνω σήμερα, ίσως μπορέσω να βρω έναν τρόπο να στοιχιώνω τη μνήμη εκείνων που με γνώρισαν. Ίσως μπορέσω να τους κλέψω λίγο χρόνο και έτσι να βρω κι εγώ λίγη παρηγοριά. Μα αν πεθάνω σήμερα, δεν θα μάθω ποτέ αν κάποτε μπορέσω να παρηγορηθώ. Αν πεθάνω σήμερα, Si je meurs aujourd'hui, αν πεθάνω σήμερα, si je meurs θα κλάψω aujourd'hui, για όσα δεν πρόλαβα je να plairai ζήσω, tout ce que je n'ai pas eu le temps de για όσα vivre, δεν μπόρεσα να tout κάνω, ce que je n'ai pas pu faire, για τον ήλιο που θα les λάβει χωρίς να soleils τον βλέπω. qui brillera sans que je les vois. Αν πεθάνω σήμερα, Si je meurs θα κλάψω aujourd'hui, για όλη την αγάπη je που δεν plairai έδωσα. tout l'amour que je n'ai pas donné. Αν πεθάνω σήμερα, Si je meurs θα είμαι aujourd'hui, απαρηγόρητη je serai μπροστά σε αυτό το inconsolable ποτέ πια. face à ces plus jamais. Κι όμως, αν πεθάνω Pourtant, σήμερα, Si je meurs aujourd'hui, ίσως μπορέσω να βρω έναν je τρόπο pourrai peut-être trouver να στοιχιώνω τη un μνήμη moyen εκείνων που με de γνώρισαν. hanter la mémoire de ceux qui Ίσως m'ont μπορέσω connu. να τους κλέψω λίγο Je χρόνο pourrais peut-être και leur έτσι να voler βρω un κι peu de εγώ temps λίγη et ainsi παρηγοριά. trouver, moi Μα aussi, αν πεθάνω un σήμερα, peu de consolation. δεν θα μάθω ποτέ Mais si je meurs κάποτε aujourd'hui, μπορέσω να je ne saurai παρηγορηθώ. jamais si je serai un jour consolée. Bienvenue dans cette série de capsules audio qui accompagne l'anthologie Antise et Soins, issue de mon compagnonnage Action culturelle et auteur associé, réalisé auprès du CHU de Bordeaux en 2025. Ce projet, soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, la Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine et le Centre national du livre, a été réalisé dans le cadre de la chaire Médecine narrative Hospitalité en santé de Bordeaux. Je suis Thibaut Martouré et je remercie celles et ceux qui ont participé à cette aventure. Les pièces musicales que vous entendrez dans ces capsules sont signées du compositeur Jean-Sébastien Noël. Patrick Autréau est l'invité de cette capsule. Écrivain dont l'œuvre explore les zones les plus sensibles du vivant, le soin, le corps, la disparition, la mémoire, et bien sûr les présences plus ou moins silencieuses qui nous intéressent dans le projet Antise et Soins. Patrick Autréau vit aujourd'hui entre Paris et les États-Unis. Son dernier cycle de récits, Constat, s'est ouvert en 2023 avec La Sainte de la Famille, chez Verdier, et son nouveau livre, L'époux, apparu chez Gallimard en mars 2025. Alors, je vous propose de suivre le fil Eros-Thanatos et de revenir, de remonter le temps jusqu'à votre premier triptyque, le triptyque sur le moi malade, constitué de Dans la vallée des larmes, Soigner et survivre. Finalement, c'est la finitude du sujet qui est l'un des creusets, l'un des viviers de l'écriture. Mais j'imagine que cette période était sans doute aussi riche en fantômes. Alors, elle était... Il y a eu véritablement un seul fantôme dont je pourrais parler dans toute cette période. Étrangement, il y a eu beaucoup de rêves. Mais les rêves, c'est pas les fantômes. Et il y a eu l'intervention à un moment, enfin le souvenir de la voix d'un ange, qui est encore un autre aspect des êtres qui apparaissent. Peut-être on s'en expliquera après, mais... Un autre projet. Ou juste pour le préciser, disons que
L'ange, c'est une voix. Pour moi, l'ange, c'est pas un être avec des plumes, etc., et des ailes. C'est une voix. C'est-à-dire, c'est vraiment une voix mentale qui vient et qui n'est pas la vôtre et qui vient donner une information ou un événement, une sorte de préscience, probablement, euh, et disparaît. Voilà. Ça, c'est l'ange. Donc, dans ces moments-là, il y avait eu une fois une intervention comme ça, d'une sorte de voix intérieure très dérangeante et en même temps très apaisante. Et puis il y a les rêves. Mais il y a eu un fantôme dans toute cette période, au tout début. C'est une scène que j'évoque un tout petit peu dans La Vallée des larmes et que j'ai réécrite plus tard dans un livre qui s'appelle La Sainte de la famille, et qui est sur le lit d'hôpital. Donc, encore une fois, on est dans une situation très précise, un lieu, et puis une situation de très grande angoisse, comme ce que je vous décrivais devant le camp de rétention tout à l'heure. Et on vient de... Alors là, je vais dire au jeu, hein, et pas avec la voix du narrateur dans les livres, mais disons que on m'annonce, on vient de m'annoncer que j'ai un cancer, enfin une tumeur grave, voilà, on donne peu de temps, il y a un grand état de sidération. Les médecins sortent, tout ça est annoncé, c'est toujours brutal de toute façon les annonces, mais tout ça est quand même annoncé assez violemment. Et puis les médecins sortent et à ce moment-là, il y a un état que j'ai eu beaucoup de mal à caractériser, d'une sorte d'extase vide, d'extase blanche, de moi sans moi, si je la décrivais. Et dans le même temps, la sensation que ma grand-mère maternelle, qui était morte quand j'étais tout enfant, deuil qui a été très important dans ma famille, et qui était morte de la même maladie, par ailleurs, et qui ne m'était jamais apparu, ni en rêve, ni même en réminiscence, dont j'avais quasi aucun souvenir, sinon les souvenirs qui m'étaient donnés par ma famille, donc des souvenirs recomposés, pas de vrais souvenirs propres. Soudain, dans le lit, dans les draps, la sensation très furtive d'une présence que j'identifie à ma grand-mère. Et qui n'est pas une présence angoissante, même si la situation est terrifiante, mais qui est au contraire presque une présence apaisante et qui n'est pas là pour me consoler, qui est juste présente. Et je me souviens me dire, enfin je me souviens d'elle. Et il avait fallu cette sorte de décapage extrêmement intense, de dénudation profonde, d'explosion, pour que apparaisse quelque chose, une sorte de forme psychique comme ça, mais qui se matérialise devant moi. Hein. Je ne peux pas dire que j'ai vu un corps, mais j'ai eu la sensation, comme on a la sensation d'une présence qu'on ne voit pas mais qu'on sait être présent, comme vraiment de l'ordre du souffle, qui était dans le lit. Et ça, pour moi, c'est le seul fantôme qui est apparu dans cette expérience de désastre. Ensuite, il n'y a plus jamais eu de fantôme. Probablement parce que, là, peut-être c'est une interprétation un peu hâtive, mais il est possible aussi que il y a des fantômes dans les marais ou dans des situations de marais qui sont en fait des situations de presque entre-deux. On parlait de l'entre-deux tout à l'heure où je lisais un passage sur l'entre-deux. Donc des formes qui sont prêtes à passer. Quand on est dans une situation de vide sidéral ou sur la banquise, là, il n'y a pas de fantôme. Ou dans un grand désert, soudain, là, il n'y a pas de fantôme. Ils peuvent revenir plus tard, quand... Peut-être il n'y a pas de fantôme parce qu'on n'est pas vivant à ce moment-là. On est tellement... Je pense que c'est une situation traumatique, hein, c'est la situation traumatique qui est décrite, hein, que décrivent les gens qui ont été dans des situations
dans les tranchées, à la guerre, des situations de viol, des situations d'attentats, certaines annonces violentes de maladies. Il est possible que la situation traumatique, dans la situation traumatique, et dans les temps qui suivent, la dévastation est trop importante pour que l'entre-deux puisse avoir une raison d'être. Ça n'est qu'après, quand peut-être soi-même on commence de nouveau à entendre ce qui est, à redevenir, à repercevoir de nouveau quelque chose qui est de l'ordre du murmure. Mais quand est survenue une grande explosion comme ça, on est sourd en fait. On devient sourd. On devient sourd à tous les murmures physiques, parce que les fantômes ne parlent pas. Mais c'est peut-être ce qui différencie l'ange et le fantôme. C'est que peut-être les anges, c'est essentiellement de la parole. En tout cas, dans la tradition, c'est toujours comme ça. Et on pourrait peut-être définir l'ange comme ça. Et par contre, le fantôme, et souvent l'ange pas tellement associé à un lieu, et le fantôme peut être associé profondément à un lieu, ou à une circonstance, mais une circonstance très localisée, et à une situation d'angoisse, et le fantôme ne parle pas. Et ce fantôme dans le lit ne parlait pas. Et c'est associé, c'est associé aussitôt ensuite à un souvenir d'enfance, où je crois me souvenir, parce que bon, les souvenirs d'enfance c'est toujours compliqué, on ne sait jamais si c'est vrai, je crois me souvenir grimper dans le lit de ma grand-mère, je vais avoir 3-4 ans, grimper dans le lit de ma grand-mère et ramper comme le fait un petit enfant, ramper vers elle qui était malade, et avoir l'impression de ramper vers un trou de souffrance. Il y avait quelque chose de cet ordre dans ce souvenir qui s'était associé à ce moment-là. Souvenir que j'avais jamais eu, qui était revenu à l'issue, dans ces circonstances, et après avoir éprouvé cette sorte de fantôme. Je ne sais pas si on lira le passage, mais j'évoque le lait caillé, comme un lait caillé, ou le drap qui prend forme. Comme ça, bon, c'est une image qu'on retrouve aussi parfois dans certains films un peu fantastiques sur les fantômes, de la présence qui prend forme dans un objet, enfin dans une étoffe, dans un drap, dans un rideau. Mais là, c'était une sensation vécue. J'aimerais revenir sur cette idée que quand on n'est pas vivant, on n'est pas hanté. C'est-à-dire qu'au moment où on devient fantôme, finalement, les fantômes ne se font pas sentir. Hein. Vous avez cette expression de la banquise. Quand on est sur la banquise, effectivement, on n'est pas hanté. Et le devenir fantôme est un des thèmes ou un des axes qui est apparu dans ce projet assez rapidement, dans des ateliers d'écriture avec les soignants, notamment l'idée de devenir invisible ou devenir faire un pas dans une autre réalité. Et à la fois d'un côté, du côté du patient, qui lui, dans un état d'annonce ou de maladie, se sent sur un autre plan d'existence, on pourrait dire, et donc fantôme pour les non-malades ou les non-patients, mais l'inverse également, je crois, peut-être les vivants du point de vue de la personne qui a subi soit un choc, soit qui est devenu fantôme. Les vivants deviennent aussi des fantômes d'une certaine manière. Oui, ça, je pense qu'effectivement, c'est un phénomène assez curieux d'ailleurs, qu'on qualifie peut-être pas toujours de fantôme, mais qui a une analogie extrêmement forte. Dans un livre qui va paraître l'année prochaine, je suis revenu dans la vallée des larmes et cette période-là, et là je ne parle pas des soignants, mais je parle du compagnon du narrateur. Et d'un moment où, dans le couple aussi, alors, parce qu'on parle beaucoup des soignants, mais on ne parle pas beaucoup des familles qui sont aussi soignantes. En fait. Et ce que je vais dire du narrateur, au fond, est assez juste des soignants qui sont les plus proches.
je vais paraphraser ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que l'un, le compagnon finalement éprouve, en tout cas c'est ce qu'il me disait, il m'éprouvait comme étant devenu fantomatique, et alors pas seulement, je pense que c'est aussi ça qui est souvent négligé dans les soins, euh, pas seulement dans la période où on est malade, mais dans la période où on est convalescent. C'est même peut-être encore plus là qu'on devient fantôme. Aux yeux de l'autre, et souvent aux yeux de la société, et soi-même on est dans un rapport où l'autre et la société sont aussi des fantômes auxquels on n'arrive pas à se rattacher, parce qu'on se sent profondément séparé par une grande faille, mais qui n'est pas une simple faille sur laquelle il peut y avoir un pont qui s'installe, mais qui est la sensation d'être passé, quand on est malade, dans un monde ou quand on a vécu une expérience traumatique, qui est coupé du même monde dans lequel on vit, qui est coupé et avec lequel on n'arrive pas à rétablir de lien, surtout volontaire, c'est-à-dire en voulant le faire, ça se fait petit à petit. Et donc et l'autre, évidemment, vous perçoit comme un fantôme, et vous le percevez aussi comme tel. Du coup, il y a cet état-là qui est un état qui dure. Parce que aussi, je crois que l'état de fantôme, c'est un état on a un peu parlé de la temporalité, c'est un état qui dure, qui s'installe dans la durée. Et pour moi, la question de la maladie, du trauma, elle est pas elle dure pas une période qui est celle des soins. Elle, en fait, elle transforme la vie. Et il n'y a pas de retour ensuite possible. Et d'une certaine façon, moi, parfois je me le dis, il y a toujours une partie de moi qui est fantôme, qui est restée fantôme, qui a vu. Je ne peux pas dire que c'est une réalité différente, mais en même temps si, mais c'est très difficile parce que de dire ça quand on a vécu un choc qu'on peut qualifier de traumatique, c'est-à-dire que bien sûr que c'est une violence, etc. Mais on ne peut pas dire fondamentalement qu'on a vu quelque chose de différent, et on sait néanmoins qu'on a vécu quelque chose dont la nature est différente de ce que l'on avait vécu avant, que la plupart des gens ne connaissent pas. Euh, et, et donc c'est dans c'est dans une forme de limbe qu'on continue de rester même convalescent. Souvent longtemps, et comme je vous disais, moi il y a toujours une part de moi qui est restée fantôme en fait, qui n'est pas revenue, parce qu'il n'y a pas de retour possible, d'une certaine partie. Je pense que c'est aussi vrai pour les grands deuils, hein, pour les accompagnants qui ont perdu quelqu'un, je pense que c'est la même chose, ça d'ailleurs. Et donc c'est un peu curieux parce que c'est aussi bizarrement, depuis toute cette période-là, je peux pas dire que les fantômes soient intervenus véritablement dans ma vie. Je les ai provoqués, ou ils étaient à l'œuvre pour l'écriture de livres, bien sûr, mais je parle de la vie, par exemple, dans le couple, etc. Il y a probablement parce que quand ils interviennent, ils me sont devenus tellement familiers, ils me parlent, parce qu'il y a une partie de moi qui habite avec eux. Et, et c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs c'est après avoir été malade que j'ai commencé, j'écrivais avant, mais disons que quelque chose s'est vraiment transformé dans mon écriture, parce que j'ai l'impression probablement d'être, je me le disais pas comme ça à l'époque, ni dans les premiers livres, mais plus le temps a passé, et plus je me rends compte qu'il y a une perméabilité qui s'est faite, qui est aussi une perméabilité temporelle, parce que qui touche au fantôme va toucher forcément à la temporalité. Et en tout cas, va transformer la temporalité, et faire en sorte que ce qu'on vit, comme très souvent dans notre vie,
une biographie linéaire, ou du moins même une réminiscence, même la mémoire, elle peut être, on peut la vivre comme un récit linéaire. Euh, Quand on a traversé ce genre de mouvement et de bouleversement, on, on reste dans une forme de chaos, et d'un chaos qui est celui des marais. D'ailleurs, vous venez d'évoquer le terme de temporalité. Et, et dans un entretien accordé à Diacritique, à l'occasion de la sortie de La Sainte de la Famille, vous abordez cette question de la temporalité et du fantôme. Je vous cite: Je parle d'autobiographie par facilité, mais j'ai voulu ici écrire l'oubli, en une construction où les temps se chevauchent, où les vivants et les morts s'entremêlent. C'est surtout cela qui m'intéresse. On est fait de tellement de fantômes, de traits hérités ou d'images qui collent à nous. Imaginez des poupées russes dont les places seraient mouvantes et où parfois la plus petite contiendrait la plus grande, le passé, le présent. Écrire le moi, c'est écrire une vie sociale et intime, c'est forcément écrire le temps, c'est écrire au présent l'imaginaire qui se dégage des expériences psychiques, des spectres, en effet, ou des souvenirs. Écrire le portrait de cette grand-mère morte, c'est écrire un deuil qui souligne les lignes de faille propres à cette famille, à un contexte social aussi. Tout est lié. Mais si le désir de cerner l'oubli a instigé ce récit, il est avant tout une élaboration du présent de l'écriture. C'est pourquoi j'y intègre une pensée de ce que peut être l'écriture elle-même. J'ai fait cela avec la maladie, se survivre notamment, le deuil, le dedans des choses ou le grand vivant, ou l'expérience érotique, Pussy Boy. Alors, Patrick Autréau, les fantômes nous offrent-ils un peu la clé du temps, en quelque sorte? Grâce à eux, pouvons-nous accéder à une temporalité autre, enrichie, ou échapper en tout cas à la linéarité? En tout cas, je pense que tant qu'on n'a pas réussi à euh, faire en sorte qu'il y ait une certaine perméabilité entre les fantômes qui nous habitent et notre moi conscient, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas repensé, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le fantôme, euh, on, on a forcément une expérience du temps qui sera assez pauvre, hein, je crois, qui peut être finalement assez linéaire, peut-être narrative, enfin euh, sans correspondre à une modélisation qu'on peut avoir de l'esprit ou de la mémoire, qui est... alors là, je suis très influencé par la psychanalyse, bien sûr, mais Proust dit la même chose, et puis voilà, tous les écrivains de la mémoire pourraient dire la même chose. C'est les circonvolutions, euh, c'est les différentes couches, c'est la divine comédie, c'est les différents cercles. Et à partir du moment où on réussit à avoir accès, ou plutôt non, quand on réussit à perméabiliser euh, cette sorte de frontière un peu floue qui est entre nos fantômes et notre vie consciente psychique, et parfois ça passe par les rêves, parfois ça passe par les traumatismes ou les deuils, bah là on a une expérience qui devient une expérience un peu euh, comment dire, j'ai l'image de l'escargot, c'est comme un escargot, c'est-à-dire il y a quelque chose qui n'est pas vraiment circulaire, mais qui fait des spirales, qui fait tout un grébouillis, qui fait des squiggles, comme disait Winnicott, là, c'est qui fait des petits grébouillis comme ça. Mais en fait, ces petits grébouillis, très souvent, d'ailleurs, très souvent, les grébouillis nous donnent l'image d'un esprit, d'un fantôme, d'un ange, de je ne sais quoi. Bah, la mémoire, elle fait un peu pareil, hein. Euh, alors que si on n'a pas accès à cet espace-là, qui est habité, euh, et si on en a peur, hein, on peut en avoir peur, ben, en fait, on a un présent extrêmement pauvre. Euh, D'abord parce qu'il n'est pas riche de la complexité de notre propre histoire, et puis de fait, il devient pauvre aussi parce qu'il n'est pas riche de l'histoire des autres, parce que
C'est en ayant accès à la richesse de notre propre histoire qu'on peut avoir accès à la richesse de l'histoire des autres, je crois. Ça, c'est un truc que je crois profondément. Alors Patrick Autréau, nous arrivons au terme de cette conversation. Y a-t-il un aspect des fantômes, un aspect de la hantise que nous n'avons pas abordé et qui vous occupe, qui vous a occupé, qui vous préoccupe? Alors, on ne l'a pas abordé, on a un tout petit peu évoqué ça quand l'autre devient fantôme pour soi, quand on devient fantôme pour l'autre. C'est pas vraiment une question de fantôme, mais c'est le ghosting. Alors là, il y aurait énormément à dire. Je trouve que je suis en train d'écrire sur un livre sur une histoire où un des deux ami du narrateur ne veut plus voir le narrateur et devient de l'ami de jeunesse et du meilleur ami un mort qui n'est pas mort et qui n'est pas tout à fait disparu non plus, qui est juste perdu de vue. Il y a un très beau texte d'ailleurs qui s'appelle Perdre de vue ou Perdu de vue de Pontalis. Qui est une situation souvent qui rend assez paranoïaque, c'est assez paranoïsant, et puis c'est souvent très violent à vivre, très, très agressif, comme le sont, dans l'imagerie qu'on a populaire, beaucoup des fantômes, qui sont agressifs, violents, et je crois que le ghosting ne concerne pas des fantômes véritablement, mais il lève des forces qui sont les forces destructrices, violentes, agressives, annihilantes, parce qu'il s'agit, je pense que vivre un ghosting, c'est être annihilé. Ou ghoster quelqu'un, c'est vouloir l'annihiler. Et donc de fait, c'est produire du fantôme. Mais un fantôme, je pense qu'il, pour les deux, d'ailleurs, pour celui qui ghoste et celui qui est ghosté, est un fantôme très encombrant. Parce que c'est un fantôme qui est, d'une certaine façon, le fantôme psychique. On peut dire, on disait tout à l'heure, il peut passer la barrière, il peut être pensé, ça se fait dans un contexte traumatique, etc. Peu importe, ou dans le cours d'une thérapie, ou par des hasards, des rencontres, enfin bon, bref, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Dans la situation de ghosting, ça me semble être plus compliqué, parce que ça produit une sorte de fantôme qui peut difficilement perdre sa condition de fantôme. Et donc qui devient particulièrement paranoïsant, d'une certaine façon. C'est presque un commandeur de pierre, là. En tout cas, qui est d'une plasticité infinie, puisque soudain, celui qui vous a ghosté, ou celui que vous ghostez d'ailleurs, si vous restez attaché à lui, peut devenir un persécuteur universel. Voilà cet aspect qu'on n'avait pas évoqué et qui me semble très actuel aussi parce que on le sait sur les réseaux sociaux, la pratique elle est très répandue, beaucoup de gens en souffrent et puis même si c'est une pratique fort ancienne, des brouilles entre personnes et personnes qui veulent plus se voir mais sans explication. Parce que là encore, il y a peut-être, c'est véritablement un fantôme parce que justement c'est quelque chose de silencieux, c'est quelque chose qui n'a pas pu passer par la parole et qui tout en étant, qui peut être pensé, mais qui est pensé de façon en roue libre, comme un hamster qui tourne dans sa petite roue et qui n'arrive pas à en sortir, parce que c'est une affaire solitaire, le ghosting, dans les deux sens d'ailleurs, enfin ghoster ou être ghosté. Voilà, ça c'est pour le livre futur. Alors, le ghosting me semble être un sujet particulièrement à propos pour terminer un entretien, et en même temps vous venez d'en évoquer toute la violence, donc loin de nous l'envie ou l'intention de transformer les auditrices et les auditeurs
en fantômes ou de produire plus de fantômes. Et c'est pour ça que nous allons nous quitter par une lecture d'un extrait de la Sainte de la Famille, l'extrait dont vous nous parliez tout à l'heure. Un grand merci, Patrick Autréau. Merci à vous, Thibaut. Et donc on a hâte de retrouver encore d'autres facettes des fantômes, le ghosting et bien d'autres dans vos ouvrages futurs. Ouh. Car une fois, la morte s'est approchée de moi, et pas dans un rêve. On venait de m'expliquer que les douleurs dont je souffrais depuis des mois étaient le symptôme d'un cancer qu'on craignait de pouvoir guérir. Les médecins allaient sortir de la chambre. J'avais été saisi par la terreur que j'étais foutu. J'avais demandé si c'était le cas. On ne m'avait pas contredit. Et voilà qu'à leur départ, dans le chamboulement qui m'enveloppait d'un très grand calme, j'avais senti qu'elle était là. Elle ? Je ne sais pas. Et qui d'autre ? Elle s'était épaissie du lit même, l'écaillé de la mort. C'était une sorte de surrection à quoi j'assistais pour me border. Très vite, elle s'était éclipsée. Je m'étais retrouvé seul dans ce lit d'au revoir. J'avais toujours eu cette conviction que je mourrais jeune, conviction contre laquelle je me débattais. Il semblait alors que ce serait vrai. J'ai survécu. Mais qu'est-ce qu'être jeune ? C'est là que se noue un lien que j'ai pu imaginer, ce rendez-vous dangereux du destin. La croyance, qui peut-être sera une prophétie réalisée, que j'allais mourir jeune, jeune comme ma grand-mère, ainsi que le disait ma mère. Nous n'étions pas tombés malades au même âge. Elle atteignait alors la fin de la cinquantaine. C'était mourir bien jeune pourtant, sûrement trop tôt. Et si le destin avait tenté de me rattraper ? J'en doute aujourd'hui. Mais il y a une chose à quoi je crois, c'est qu'il y a bien eu, dans ces draps, et au moment de ce que je vivais comme un cataclysme, résurgence d'un passé qui m'échappe absolument. Une brèche ouverte. Nos esprits prennent d'étranges voies pour délivrer leur vérité, et en ce cas, leur ambigu réconfort. Todo está teñido en un tono blanco y azul, como si fuera necesario que la mirada se inundara de esa sensación de pulcritud, de orden y pureza casi artificial. La ventana insistente de que hay un mundo más allá, un pequeño jardín en la entrada, los transeúntes que caminan unos metros más allá, la vida continúa, afuera. Dentro, el sonido constante y monótono del respirador, pi, 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 marca el tiempo e impone su lógica a ese espacio reducido y solitario, aunque compartido. Murmullos de enfermera, el susurro entre familiares y otros pacientes, una soledad habitada por esos sonidos ya comunes y tan colectivos. El aire está saturado de olores, productos químicos que desinfectan y otro olor más íntimo,
el de un cuerpo que resiste y que quiere seguir luchando. No es el aroma familiar de siempre, es el olor de un cuerpo herido y necesita cuidado, atención. Quizás lo más difícil de describir sea el tacto de esta pequeña habitación. La pared cubierta de gotelé es áspera al tacto, el colchón suave pero demasiado plano. En esta habitación hay algo espectral que no parece estar diseñada para el consuelo. Tout est teinté de blanc et de bleu, comme s'il était nécessaire que le regard soit inondé de cette sensation de propreté, d'ordre et de pureté presque artificielle. La fenêtre insiste sur le fait qu'il y a un monde au-delà, un petit jardin à l'entrée, des passants qui marchent à quelques mètres. La vie continue. Dehors. À l'intérieur, le son constant et monotone du respirateur, bip, 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 marque le temps et impose sa logique à cet espace réduit et solitaire, bien qu'il soit partagé. Des murmures d'infirmières, des chuchotements entre les proches et les autres patients. Une solitude habitée par ces bruits devenus familiers et tellement collectifs. L'air est saturé de senteurs, des produits chimiques qui désinfectent et un parfum plus intime, celui d'un corps qui résiste et qui veut continuer à se battre. Ce n'est pas l'odeur familière de toujours, c'est l'odeur d'un corps blessé qui a besoin de soins, d'attention. Peut-être que ce qui est le plus difficile à décrire, c'est le toucher de cette petite chambre. Le mur, recouvert de crépi et rugueux. Le matelas doux, mais trop plat. Dans cette chambre, il y a quelque chose de spectral, quelque chose qui ne semble pas conçu pour le réconfort. Je tiens une nouvelle fois à remercier chaleureusement Patrick Autréau pour le temps qu'il m'a accordé, pour son accueil et sa générosité. Les mots et la voix qui ont ouvert cette capsule sont ceux de Vassiliki Kondilaki, docteur ès-lettres de l'Université de Lausanne et chercheuse post-doctorale à l'Université Bordeaux-Montaigne au sein de la chaire Médecine narrative Hospitalité en santé. Les mots que vous venez d'entendre sont ceux de Natividad Garrido Rodriguez, professeur de philosophie à l'Université de La Laguna à Tenerife et spécialiste des liens entre littérature et médecine. Un grand merci donc à Vassiliki Kondilaki et Natividad Garrido Rodriguez pour ces lectures. Vous pouvez retrouver leurs deux textes, Si je meurs aujourd'hui et Consigne numéro 2, dans l'ouvrage Antise et soins, publié aux éditions Le Bord de l'eau à la rentrée 2026.